La vraie politique à adopter face à Poutine, c'est la critique, éventuellement la confrontation. Poutine n'est pas un ami. Poutine est ami de l'Iran, protège le régime de Assad. Poutine est en fait un ennemi qui a battu les masques. Bonjour, Boker Tov, professeur Cyril Aslanov. Merci d'être avec nous ce matin. Je l'avais annoncé dans le programme de notre heure d'actualité. On voulait essayer de décrypter avec vous ce discours de Vladimir Poutine. Et dans un second temps, essayer de comprendre où se situe l'État d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que définitivement on peut dire que les Israéliens, sous la direction d'Yair Lapid, s'alignent aux côtés des Ukrainiens sans la moindre restriction, ou y a-t-il tout de même des restrictions dues à la présence de la communauté juive en Russie? Alors, d'abord le discours de Poutine. C'est un discours... comment vous le qualifieriez, ce discours des annexions? Un discours où la logique fait place à des associations d'idées émotives. Un discours en fait dément qui contraste avec la manière extrêmement contrôlée, extrêmement sobre dont Poutine a parlé. Donc il y avait un total décalage entre la forme, quelque chose de tout à fait honorable, et le fond qui est vraiment dément. Une attaque de l'Occident, ce qu'il appelle l'Occident collectif, appelez ça Occident global, comme vous voulez. Un discours qui assimile la Russie à un pays du tiers-monde au nom d'une accusation de coloniser. En fait, c'est un discours post-colonial recyclé par les Russes qui se mettent dans la peau d'un pays du tiers-monde. D'une victime, quoi. Oui. Et quelque chose de tout à fait étrange, une accusation explicite contre ceux qui ont saboté l'Union soviétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une vague nostalgie pour l'Union soviétique, mais une sorte de règlement de compte contre ceux qui ont osé démanteler cette chose qui n'existe plus, mais dont Poutine regrette la disparition. Mais ce qui est très très frappant, c'est cette façon dont Poutine aligne la Russie sur les pays victimes du colonialisme blanc, anglo-saxon notamment. Il parle du génocide des Indiens d'Amérique, il parle de l'exploitation de l'Afrique, de l'Inde. Donc une véritable attaque très démagogique sur tous les fronts pour essayer de se mesurer contre ce qu'il appelle l'Occident global, mais après il resserre le focus et il parle des anglo-saxons. Ah oui, pas des Américains, des anglo-saxons. Et là, il les accuse d'avoir saboté les deux gazoducs de la mer Baltique. Bref, les analystes, j'ai écouté beaucoup d'analyses de son discours, du point de vue vraiment de la logique, oui. Ironisaient sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre les arguments. Par exemple, un analyste russe de l'opposition, en exil en Allemagne, disait « C'est amusant, il parle du génocide des Indiens d'Amérique et puis après il dit « C'est pour ça que nous devons massacrer les Ukrainiens ». Ce genre d'incohérence. D'incohérence, mais qu'il habille, qu'il camoufle en une suite logique. C'est comme si vous disiez « Je ne sais pas, cette maison est rose, donc je vais prendre ma voiture verte ». Quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, on peut, surtout quand on est en Israël et que on a connu un autre Poutine, il faut bien avouer, ces 10-20 dernières années, on a connu un autre Poutine qui avait même l'air relativement sympathique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui a bouleversé, on va dire, sa perception, son orientation, et qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans cette guerre? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui le pousse à aller quasiment dans une position jusqu'au-boutiste? Quand je voyageais en Russie, très très fréquemment, pendant environ 10 ans, je remarquais que parmi les gens que je rencontrais, certains étaient virulents contre Poutine. Et je ne les prenais pas en sérieux. D'autres disaient « Ah, mais c'est mieux comme ça parce que c'est un moindre mal ». D'autres disaient « S'il n'y avait pas Poutine, Dieu sait ce qu'il y aura ». Maintenant, je pense que ceux qui critiquaient Poutine avec virulence avaient raison. Et que le Poutine sympathique, comme vous dites, c'était en fait un masque qui permettait à la Russie de prendre des forces. En n'étant pas en une relation de trop grande hostilité avec l'Occident, en s'équipant
pour pallier le retard colossal de l'Union soviétique finissante. L'Union soviétique de Gorbatchev était une espèce de cimetière... en s'équipant, mais quoi, en matériel militaire tout ce que vous voulez. Parce qu'en matériel militaire, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui les Russes sont particulièrement pertinents. Il y a eu une course à l'armement et une sorte de stimulus qui fait que chaque avancée technologique américaine avait sa contrepartie du côté russe. Donc il ne faut pas se bercer d'illusions. Il y a des armes très, très performantes, simplement elles ne sont pas utilisées parce que pour l'instant, la guerre est, je dirais, conventionnelle. Malgré les sporadiques menaces d'usage de nucléaire tactique. Nucléaire tactique, ça veut dire vraiment pour... C'est ces menaces, ça. Il parle de cibler une cible... Oui, en Ukraine, il s'agirait de renverser les dynamiques sur le front en frappant de façon très très ponctuelle mais totale, je ne sais pas moi, un périmètre qui ferait qu'ensuite les Ukrainiens ne pourraient plus continuer leur contre-offensive. Ouais. Alors, vous le dites vous-même, c'est aujourd'hui de manière ouverte, avérée, une confrontation entre la Russie et l'Occident, puisque lui, vous parlez des Anglo-Saxons en particulier. Et lorsqu'on parle des Anglo-Saxons, on ne peut pas s'empêcher de se demander où situer Israël dans ce conflit. Et la question que je vous pose, c'est après la réaction très ferme, on va dire, de Yair Lapid, une réaction de condamnation du discours et d'alignement sur les positions américaines en faveur de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à votre avis la bonne politique face à Poutine, ou alors c'est une politique qui renferme des dangers? Vous savez, le flirt, entre guillemets, que menait Netanyahou avec Poutine était une démagogie intérieure pour essayer de montrer aux Israéliens qu'ils savaient parler à l'ours. Oui. En fait, la vraie politique à adopter face à Poutine, c'est la critique, éventuellement la confrontation. Poutine n'est pas un ami. Poutine est ami de l'Iran. Poutine protège le régime d'Assad. Poutine est en fait un ennemi qui a battu les masques. Maintenant, Lapid, du point de vue ukrainien, n'en fait pas assez. Donc tout ce que nous pensons que Lapid fait, nous pensons, ah oui, il prend des risques. En fait, ce ne sont pas des risques. Il s'aligne sur une position américaine. Depuis la visite de Biden, c'est très très net. Tout ce que fait les États-Unis est cautionné par Lapid, parce que sur d'autres terrains, Lapid voudrait influencer les États-Unis, donc il ne lui est absolument pas difficile de s'aligner sur les États-Unis, sur le dossier ukrainien, avec les États-Unis sur le dossier ukrainien, pour pouvoir peut-être influencer... Sur le dossier iranien. Mais là, on constate quelque chose de très intéressant. Par rapport à la crise, à la guerre en Ukraine, Lapid prône la diplomatie, alors que Biden prône la confrontation. Par personne interposée, mais c'est la confrontation. Donc c'est ça la nuance israélienne. Oui, mais alors, curieusement, sur le dossier iranien, Biden parle de diplomatie et Lapid dit mais ça ne sert à rien la diplomatie, il faut peut-être un jour frapper. Donc vous avez ici deux mots qui sont des mots complémentaires, peut-être antonymes. Diplomatie, confrontation armée. Par rapport à l'Ukraine, Lapid dit diplomatie, Biden dit confrontation armée. Par rapport à l'Iran, Biden dit diplomatie et Lapid dit ce n'est pas suffisant. Alors, cette nuance du côté israélien, vous la mettez sur le compte de la prudence par rapport à la communauté juive russe, par rapport à l'avenir de cette communauté, de crainte que, par exemple, le rideau de fer ne retombe? Non, le rideau de fer est déjà retombé par rapport, non pas seulement, ce n'est pas seulement par rapport aux juifs, mais par rapport à cette mobilisation générale, ou enfin cette mobilisation partielle qui a semé la panique et a provoqué un exode de beaucoup d'hommes, juifs, pas juifs, semi-juifs, qui ont quitté les frontières de la Russie, de la Fédération russe, en panique. Donc ce n'est pas tellement la présence de juifs qui pourraient être considérés comme des otages, parce que de toute façon la Russie est déjà une sorte de forteresse assiégée qui prend ses habitants en otage. Le problème est différent. Le problème est que Israël est un pays en guerre. Israël se situe dans une situation qui n'est pas très différente de celle de l'Ukraine. Ou plutôt, Israël a connu des moments dans son histoire qui ressemblaient à
au scénario ukrainien. Un peuple agressé par un ennemi supérieur en nombre et qui néanmoins se conduit comme un David face au Goliath. C'est la guerre de l'indépendance de 1948. Ouais. 6 armées arabes, ou même plus, attaquent Israël, et Israël arrive à résister à ce déferlement de violence. Donc, Israël n'est pas un pays qui peut se permettre de livrer son matériel. Israël en a besoin. Oui. Parce que toute la logique d'Israël depuis sa naissance, et même peut-être avant, c'est de savoir se défendre. Tzva Hagana l'Israël, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'armée de défense d'Israël. Israël, pour l'instant, se contente de donner des soins aux blessés, d'envoyer des gilets pare-balles, d'envoyer de l'argent aussi, pas mal d'argent, 2 500 000 shekels très récemment. Ce sont des efforts louables. Malheureusement, la diplomatie ukrainienne considère cela comme des cacahuètes. Oui. Ça, c'est un peu triste, ça. Mais pour ce qui est des Russes, aujourd'hui, puisque vous êtes en contact avec des amis qui vivent en Russie, eux, ils sont inquiets justement par cette redescente du rideau de fer, par la possibilité, par exemple, qu'ils ne puissent pas aller faire leur alia si vous voulez le décider. Vous savez qu'ils sont tellement inquiets qu'ils se taisent. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que le silence qui caractérisait l'Union soviétique aux pires époques du stalinisme ou du brejnevisme, on a l'impression que l'histoire recommence, qu'elle bégaye. Les gens ont peur. On sait très bien qu'ils pensent du mal du régime, mais ils emploient des masques, ils emploient parfois des moyens très contournés pour dire que ça ne va pas du tout. Comme cette anecdote de quelqu'un qui disait qu'il va en Russie, et on lui demande si c'est bien, il dit « Je ne peux pas te dire, mais si jamais j'écris à l'encre violette, ça veut dire que c'est pas bien du tout. » Et le type envoie la lettre avec de l'encre noire en disant... Et l'autre lui dit « Alors ça, c'est très bien. » Non, mais il n'y avait plus d'encre violette. Ouais. Donc les gens sont terrifiés. Il faut bien comprendre ça. On est revenu à une sorte de condensé de stalinisme, avec un modus operandi qui ressemble beaucoup. Envoyer, par exemple, des détenus pendant 6 mois aux premières lignes du front en échange d'une remise en liberté avec... C'est ce qui se passe là actuellement. Oui, avec la garantie, enfin la menace d'être fusillé sur place au moindre signe de faiblesse face à l'ennemi. Ça, c'est des trucs de Strafbat. C'est ce que Staline employait pour lutter contre les Allemands. Il libérait les gangsters des prisons, les détenus, les récidivistes, les grands criminels, et les envoyait sans armes contre les Allemands. Et quand les récidivistes pouvaient prendre l'arme d'un Allemand, à condition évidemment qu'il n'ait pas été tué avant, ils pouvaient en faire sa propre arme. Bon, là, la différence, c'est que les soldats qui sont en fait d'anciens récidivistes sont armés, et même bien armés, mais il y a des gens derrière la ligne du front, qui sont prêts à les tuer au moindre signe de faiblesse. Le moindre signe de faiblesse, c'est se retourner, par exemple. C'est très difficile de charger un ennemi. Il y a quelque chose de psychologique. Oui. On a peur de la mort. Donc le réflexe de l'être humain, c'est de tourner la tête et de montrer son dos, ou une partie moins noble du corps. Et là, il y a des gens, dans l'armée russe, qui font ce que faisaient les palitrouki de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils tirent sur toute personne qui montrerait son dos à l'ennemi. Oui, c'est assez impressionnant ce que vous nous racontez là. On est revenu à des normes du stalinisme. Et pour les juifs aujourd'hui, par exemple, le dossier de l'agence juive qui est en suspens aujourd'hui devant la justice russe, alors, comment, à votre avis, il va se débloquer s'il se débloque? Il ne faut pas compter sur la Sornout de Moscou pour faire la Aliyah. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour faire la Aliyah. Le moyen, c'est de se précipiter vers une frontière encore ouverte, de quitter ce pays maudit et de rejoindre Israël par la Roumanie, par la Pologne, par tout espace encore libre. Je dis encore libre parce qu'eux aussi sont menacés. Mais ce n'est pas la peine de faire un dossier à la Sornout pour quitter un pays en pleine déconfiture. Dans ces conditions, vous savez, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui connaît bien le sujet, parce qu'il est, sa sœur est encore là-bas, elle m'a dit, on dit que la Russie actuellement ressemble à l'Allemagne nazie de 1938. Et moi je dirais que ça ressemble plutôt à l'Allemagne nazie de 1940.
Ah oui. C'est une personne bien informée, qui connaît bien l'histoire aussi du XXe siècle, et qui sait mesurer la différence qu'il y a entre quitter l'Allemagne en 1938 après la nuit de cristal, ou bien quitter l'Allemagne alors que l'Allemagne est déjà en plein conflit mondial. Une dernière question, on sait que la politique de prudence adoptée au début par Naftali Bennett, au début du conflit, était motivée par la situation le long de la frontière israélo-syrienne, avec la présence de l'armée russe en Syrie et le fait qu'Israël voulait multiplier les opérations. D'ailleurs, on remarque que ces opérations se sont quasiment arrêtées ces dernières semaines, alors qu'elles étaient nombreuses. Est-ce que vous pensez que Israël va pouvoir va pouvoir poursuivre ce genre d'opération pour essayer de neutraliser, on va dire, le transfert d'armes iranien vers le Hezbollah, et que la Russie va continuer à fermer les yeux, ou alors là aussi on risque d'assister à une confrontation militaire? Écoutez, ce qui se passe en Syrie, c'est un jeu très pervers dans les relations entre les deux alliés, Russie et Iran. Oui. Quand l'Iran agace les Russes laissent faire Israël. Maintenant, les rapports entre l'Iran et la Russie, je ne sais pas si vous avez remarqué, se sont beaucoup resserrés. On a parlé de drones iraniens, oui, en fait de fabrication chinoise, mais sont utilisés contre les Ukrainiens. Absolument. Quand l'Iran et la Russie sont trop proches l'un de l'autre, et je crains que ce ne soit le cas, Israël va en faire les frais. Israël doit craindre. Okay. Maintenant, le temps n'est plus des grimaces de Netanyahou qui serre la main à Poutine ou du silence de Sphinx de Bennett. On est entré dans une autre phase. Dans une autre phase où peut-être on est moins naïf et on ne se permet plus de jouer l'ambiguïté. Mais le problème, c'est que nous sommes au seuil des élections et Dieu sait à quoi ressemblera Israël, non pas après le 1er novembre, parce que vous savez bien que ça prend beaucoup de temps pour constituer un gouvernement, mais vers la fin décembre, quand, a priori, il pourrait y avoir un gouvernement en Israël. Autrement dit, l'année 2023 s'annonce plutôt mal, parce que de deux choses l'une, ou bien il y aura à nouveau Netanyahou qui essaiera peut-être de redéfinir ? Non, de rattraper les dégâts de la détérioration des rapports Russie-Israël, mais ce serait bien naïf, étant donné que la Russie a beaucoup changé entre-temps. Oui. Ou bien il y aura un Lapid déterminé, totalement aligné sur le front occidental, sans avoir vraiment les moyens de s'impliquer, même si peut-être, du point de vue défensif, on parle peut-être d'une possibilité de faire profiter les Ukrainiens du savoir-faire israélien dans la gestion des patriotes. Pas des patriotes, des Kippat Barzel, Iron Dome de fer. Ouais, Iron Sky. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être un des scénarios. Lapid qui aide, ou bien Netanyahou qui grenouille. Ouais. Eh bien voilà, on va en rester là sur cette appréciation, on va dire des appréciations qui ne sont pas particulièrement optimistes de votre part, professeur Cyril Hassanov. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes professeur de langue à l'université de Aix-en-Provence, Aix-en-Provence-Marseille, et que vous êtes aussi à cheval entre Israël et la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer cette constellation tout à fait étonnante et effrayante, on va dire même, en Russie et dans le contexte de la crise, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu dans notre studio, et Khatima Tova. Khatima Tova.